Commentaire, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Comment ça va aujourd'hui? Deuxième jour de la semaine avec des débats qui s'enchaînent mais qui ne se ressemblent pas du tout. Des thèmes complètement différents entre hier, aujourd'hui, demain, après-demain, je vous assure, vraiment des thèmes complètement différents. Notre invité ce matin, le député de la première circonscription de la Guyane, Gabriel Serville, est notre invité du Grand Forum aujourd'hui. Monsieur le député, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Gilles Vernet, bonjour à la Guyane, bonjour au monde. Pour l'instant, tout va bien. Merci. Juste une question comme ça avant de démarrer ce grand forum. Par rapport à toutes les restrictions, lorsqu'on parle de voyage notamment, des septaines ici et là, vous en tant que député, vous bougez pas trop, vous restez en Guyane. C'est compliqué de voyager, vous avez beaucoup voyagé pendant cette crise sanitaire. Comment ça se passe pour vous ? C'est vrai que durant la crise sanitaire, on a nettement moins voyagé par rapport à ce qu'on faisait par le passé, à cause justement de ces contraintes physiques qui nous sont imposées. La compensation, ça a été de travailler beaucoup en dématérialisé. On a fait beaucoup de travaux en visioconférence. Alors c'est vrai que la visio, c'est un moyen de se dire les choses en étant tout aussi efficace, même si par moment, on a pu regretter que la visio ne nous ait pas permis d'aller au cœur même des problématiques, parce que c'est vrai que le contact physique ne peut pas être remplacé par cet échange en dématérialisé. Et puis je voudrais simplement dire qu'il y a une instance dont je fais partie depuis 2012, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'instance collégiale la plus élevée, qui par ses délibérations organise la vie de l'Assemblée nationale, qui lui se réunit en présentiel. Donc, pour des raisons que l'on peut comprendre de confidentialité, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre sur Internet un certain nombre d'informations qui sont vraiment à caractère extra confidentiel. Vous vivez en live, justement. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que vous, en tant que député, vous vivez en live notamment les différentes consignes du gouvernement et des préfets quand le gouvernement donne la main au préfet. Alors, on les prend effectivement en direct, même si souvent il y a des décisions prises par le gouvernement que je ne valide pas. On va en parler. Il y a des décisions qui sont prises aussi par le préfet et par la DG de l'ARS que je ne valide pas. Mais je suis dans une position de construction, je suis une force de proposition. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la parole que je porte est de mieux en mieux entendue par les autorités locales. Et je ne puis que m'en réjouir. D'accord, vous ne validez pas, mais vous êtes force de proposition. Je le disais tout à l'heure en introduction avec Dominique Nugent, la gestion est bonne, monsieur le député, les chiffres baissent. Et là, en fait, c'est même sans provocation. Dans d'autres pays, ça monte, on parle de variants, on en parlera tout à l'heure également. Les chiffres baissent, les restaurants sont ouverts, les salles de sport sont ouvertes, les gens vivent plus ou moins normalement.
le confinement dérange, on l'a entendu dans nos débats, 19h, et le couvre-feu dérange, et ce confinement du dimanche a dérangé malgré les nouvelles consignes du préfet. On y revient. Très sérieusement, les chiffres baissent, mais pour autant, vous dites que la gestion n'est pas bonne. Alors, j'ai fait un raccourci. Oui, c'est bien de le résumer. Vous posez une excellente question et je crains qu'on y apporte une mauvaise réponse. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les autorités y apportent une mauvaise réponse. Dans la mesure où cela fait des mois que je ne cesse de réclamer que nous procédions à une véritable évaluation du dispositif à la fois de confinement et de couvre-feu. Alors, je ne suis pas dans une opposition systématique, comme je l'ai dit précédemment. Si on venait à me démontrer que le couvre-feu, que le confinement tel qu'il est organisé en ce moment étaient les voies et moyens qui ont permis de faire diminuer de manière sensible le nombre de personnes contaminées, je dirais chiche, je serais le premier à le suivre. Alors, pour l'instant, la démonstration n'est pas faite. Alors justement, on va rester sur ça, c'est tellement important. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui ont l'habitude de suivre le Grand Forum, je le dis souvent, je ne suis pas non plus spécialiste, j'essaye d'écouter des spécialistes médecins un petit peu partout, français, un petit peu partout sur Internet, sur les différents médias également. De ce qu'on entend la plupart du temps, c'est le couvre-feu fait baisser. Apparemment, et là c'est la parole importante, c'est la parole de député. Vous, on ne vous l'a pas prouvé. Faire un couvre-feu ne fait pas baisser les chiffres à vos yeux tant qu'on ne vous l'a pas prouvé. Ah mais tant qu'on ne me l'a pas prouvé, je ne le répéterai pas. Alors j'avais dit dès les médecins parlent dans le vide alors. Dès l'instant, je ne le dirai pas non plus parce que je pense qu'ils ont certainement des éléments statistiques et des capacités d'analyse que personnellement je n'ai pas. Je me garderai bien de contredire ce qu'ils ont dit. Maintenant, j'ai une formation scientifique et je veux me baser sur des choses qui peuvent être éprouvées. À l'époque, rappelez-vous, lorsque le gouvernement a voulu récupérer le principe du couvre-feu de Guyane comme ayant été une panacée qui a guéri les maux de Guyane, j'avais mis en doute son efficacité sur la Guyane. Par contre, j'avais dit que quand on prend une ville comme Paris, comme Marseille, Lyon, qui sont des villes qui ont une véritable vie nocturne, avec des gens qui circulent toute la nuit, limiter la circulation la nuit, j'avais dit que ça peut faire sens. Mais quand vous regardez les communes de Guyane, à part certains quartiers où les gens vivent dehors toute la nuit, je veux penser notamment au village chinois sur Cayenne, les gens de Guyane, en général, à 21h, 21h30, sont déjà rentrés à la maison. Il n'y a pas une vie nocturne en Guyane à proprement parler, sauf pendant le carnaval. Or, ce système de couvre-feu, il avait été mis en place après la période du carnaval. Et donc, j'avais dit que peut-être la Guyane a obtenu de bons résultats, mais encore fallait-il qu'on prenne le temps d'aller chercher profondément quelles en étaient les causes. Aujourd'hui, vous dites quoi au préfet ? Monsieur le député, vous lui dites d'enlever ce couvre-feu ? Ce que je dis à la radio, c'est ce que je dis au préfet. Notamment, j'ai beaucoup insisté pour que le préfet supprime le confinement du dimanche. J'avais dit que le dimanche matin, le dimanche dans la journée, par définition, c'est le moment où les Guyanais vaquent à des occupations qu'ils ne peuvent pas produire durant la semaine parce qu'ils sont censés être au travail, pour ceux qui ont la chance de travailler. Et j'avais dit que le dimanche matin est réservé à aller faire son jogging, aller au marché, aller rencontrer la famille, les parents, les grands-parents. Et mettre le couvre-feu, c'était une contrainte supplémentaire qu'on imposait aux Guyanais, mais sans pour autant que l'on ne sache véritablement quels en étaient les effets. Alors la question a été posée de savoir si on supprime le confinement du dimanche, que fait-on du dimanche après-midi en cette période de carnaval ? Et là aussi, j'avais été extrêmement clair. J'avais dit au préfet que lorsque vous confinez comme ça des gens, on est le département qui a été le plus longtemps confiné depuis l'année dernière, depuis le mois de mars-avril 2020. Les gens sont dans une souffrance d'ordre mental, d'ordre moral, d'ordre psychologique, qui aura des conséquences très très lourdes sur notre organisation sociale et sociétale, qu'à un moment donné, il fallait desserrer les taux et que plutôt que de renforcer ce confinement en nous confinant le dimanche parce qu'il faut appeler un chat, on nous dit que c'est un couvre-feu élargi, je dis non, c'est un confinement, eh bien, on ne peut pas le faire sans avoir pris le temps d'évaluer le dispositif pour en mesurer véritablement la pertinence. On va faire étape par étape, on va revenir là-dessus, revenir sur le carnaval, les jeunes, dans les bâtiments, le fait de pouvoir se libérer également. On fera étape par étape parce que je sais que vous vous êtes exprimé là-dessus. Je pose une question claire qui n'est peut-être pas simple non plus en tant que député. Vous êtes
en mesure, en capacité de dire au préfet de Guyane, le couvre-feu à 19h, c'est trop tôt, vous voulez le couvre-feu à quelle heure? Ou peut-être pas de couvre-feu? Couvre-feu à 21h, les choses sont aussi claires que ça, dites-nous. Moi j'avais dit que, ne sachant pas effectivement quels sont les impacts réels du couvre-feu et du confinement, il fallait pas non plus passer d'une extrême où on se dit que c'est trop à une autre extrême opposée, on dit pas du tout. Et donc, j'avais dit, on était à 21h, on est passé à 19h. Ça a créé un certain nombre de problèmes, notamment pour les restaurateurs. Bon, cela étant dit, je voulais bien accepter le couvre-feu à 19h. La Guyane l'a plus ou moins accepté. Par contre, j'avais dit que le dimanche, la journée du dimanche, qui est la seule journée où les gens sont libres, les gens ne sont pas tenus d'aller travailler le dimanche, sauf pour ceux qui exercent un certain nombre de professions. J'avais dit à monsieur le préfet très clairement qu'il fallait laisser cette plage de liberté aux gens, que les gens puissent respirer, que les gens puissent souffler. Alors après, vous savez, quand je le dis, c'est parce qu'il y a d'autres paramètres. Bon, très bien, il l'a fait. Je pense dimanche prochain, c'est. Mais j'espère qu'il va le faire, parce que ce qu'il nous a annoncé à la réunion de vendredi, c'est qu'il va observer l'évolution de la courbe épidémiologique sur les 3 jours, lundi, mardi et mercredi, pour savoir si réellement il va libérer le dimanche 14 et les jours gras. Cela étant dit, moi j'ai dit clairement à monsieur le préfet, vous parlez du taux d'incidence, parce qu'on calcule le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées sur 7 jours courants, ramené à la population de Guyane. Et il nous disait que si ce taux-là descendait aux alentours de 110, eh bien, qu'il l'aurait libéré le dimanche. Alors ce à quoi j'ai répondu encore une fois, de savoir sur quelle base statistique on fait le calcul. Quand vous me dites le nombre de personnes contaminées, vous le ramenez à 274 000 habitants, qui est la population légale identifiée officiellement par l'INSEE, ou bien est-ce qu'on ne devrait pas faire le calcul sur une population estimée aujourd'hui à plus de 300 000 habitants? Eh bien, vous allez vous rendre compte que dans un cas ou dans l'autre, le résultat de ce taux d'incidence, il n'est pas le même. Alors voilà encore un autre problème auquel la Guyane est confrontée. On n'est pas capable de savoir combien de personnes vivent réellement sur ce territoire, mais on va utiliser une base de population qui est une donnée fondamentale de l'INSEE, à partir de laquelle on fait des calculs, et ces calculs entraînent des incidences sur l'organisation même de la société. Et le taux d'incidence, pour moi, en est un exemple parmi tant d'autres. Donc les chiffres de l'INSEE sont pas bons. Alors, moi, je n'affirme pas. Mais lorsque vous avez des gens qui vivent en Guyane depuis 10 ans, qui soient d'origine étrangère, régularisés, pas régularisés, ou même des Français qui sont sur le territoire, et qui vous disent que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, qu'ils n'ont jamais été recensés, il y a de quoi, effectivement, mettre en doute ces résultats-là. Je reviens, parce qu'on a plusieurs sujets, on en a 10. Précisément, je pense qu'on va tous les passer. Je reviens précisément sur le couvre-feu à 19h. Vous dites que la Guyane l'a plus ou moins accepté. J'ai pas l'impression, en faisant des débats tous les jours, j'ai l'impression que 21h, ça passait mieux pour tout le monde. Est-ce que, en tant que député, vous insistez encore sur le fait de revenir à un couvre-feu à 19h, à 21h? Non, je n'ai pas insisté sur ce plan-là. Parce que vous dites que c'est acté. S'il s'avère que ça pose vraiment problème, le député ne parle pas en son nom propre. Le député, il s'exprime au nom de la nation et au nom de ceux qu'il est censé représenter. S'il s'avère que les personnes ne sont pas du tout satisfaites de ce couvre-feu à 19h et qu'il faille aller intercéder auprès du préfet pour demander de le remettre à 21h, je n'aurai aucune difficulté pour le faire. Mais moi, j'ai préféré commencer par ce fameux confinement du dimanche qui réellement me pose problème dans notre organisation. Bon, il n'y a pas de raison qu'ils reviennent sur ça. Avec une telle communication, ne pas ouvrir le dimanche, ça serait, à mon sens, une erreur de com de la préfecture. Certainement. Bon, très bien. Il y a un sujet sur le zoo, pour vous, et les familles modestes notamment. Certains peuvent visiter, pas d'autres. Certains sortent, pas d'autres. Ça, c'est pas si anodin que ça. Alors, ce n'est pas un sujet anodin, et je l'ai également dit à monsieur le préfet dans la réunion de vendredi. Quelle que soit la décision que nous avons à prendre, nous devons anticiper sur ses conséquences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Mais il faut surtout anticiper lorsque les conséquences risqueraient d'être mauvaises. Et c'est ce à quoi nous avons insisté l'autre jour. Nous avons eu l'opportunité de dire à monsieur le préfet que tous les Guyanais militent pour le bien-être animal, à part quelques exceptions près. Mais dans une écrasante majorité, nous militons pour le bien-être animal. Cependant, j'ai dit à monsieur le préfet qu'il y a un élément de mon biotope que je veux préserver, c'est l'être humain, c'est la femme et c'est l'homme. Et je veux que l'on pense davantage
au bien-être des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays. Et lorsqu'on les confine de cette manière, lorsqu'on les met dans cette dynamique de couvre-feu depuis 11 mois, bientôt 12 mois, on sait les conséquences que cela entraîne sur leur bien-être. Et donc, il ne s'agit pas de se poser les questions pour une seule catégorie d'êtres, les animaux, il faut se les poser, mais il faut aussi poser la question concernant le bien-être des êtres humains, des hommes et des femmes. Et ce que nous avons observé, et je le dis sans aucune gêne, on parle souvent du poids des mots et du choc des images. Quand on a regardé le reportage qui a été fait dimanche dernier, eh ben on s'est rendu compte que c'était exclusivement une population métropolitaine qui a pu aller au zoo. Alors, je ne le dis pas pour mettre le débat sur des critères ratios, je le dis simplement de manière factuelle. On sait qu'en Guyane, il y a plusieurs catégories d'individus, il y a plusieurs communautés, il y a des gens qui n'appartiennent pas à la même catégorie socio-professionnelle, on sait qu'il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat qui leur permet de circuler, de voyager, d'aller au zoo notamment. Il y a d'autres qui n'en ont pas les moyens. Il y a une catégorie qui a le pouvoir de se déplacer. Il y a d'autres qui n'en ont pas les moyens. Aller au zoo, c'est quand même un coût, c'est un budget. Et donc, la question que je posais, c'est de savoir... Est-ce qu'on n'est pas en train, à travers ce genre de décision, d'aggraver une espèce de discrimination sociale et sociétale qui existait déjà en Guyane par le truchement de cette décision? Alors, ce que me dit le préfet, c'est qu'au départ, c'était pas ça son objectif, mais c'est pour ça que je dis qu'avant de prendre une telle décision, compte tenu de la pression que les gens ressentent depuis de très nombreux mois, compte tenu des récriminations qui étaient remontées auprès de ceux qui représentent le gouvernement, peut-être qu'il fallait prendre une décision différente. Et je sens que effectivement le préfet, il a entendu cette remarque et j'espère que dorénavant, qu'il fera attention à ne pas prendre ce type de décision qui ne font qu'entraîner des mauvais ressentiments au sein de la population guyanaise. Nous n'avons jamais dépassé le nombre de cas malades de la Covid-19 par rapport au nombre de lits en réanimation, mais malgré tout, il y a des choses qui vous inquiètent. Ce manque d'anticipation, on en a parlé notamment lorsque la directrice de l'ARS était ici même dans le grand forum. On n'a jamais dépassé, donc à leurs yeux, la gestion est plutôt équilibrée. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait sourire? Alors c'est à cette question-là que j'avais souri, puisque je voudrais tout d'abord vraiment féliciter les habitants de Guyane. Je félicite tous les habitants de Guyane qui se sont montrés respectueux, responsables, qui ont joué le jeu, qui en ont souffert pendant de très nombreux mois et qui, grâce à leur comportement, à leur attitude, ont réussi à ne pas tomber malades. Ils ont réussi certainement à épargner des vies. Ils ont réussi par l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle dont je parle systématiquement, vous en parlez souvent, à se soigner à la maison. Parce que lorsque on me dit qu'il y a eu 0 mort dans les EHPAD en Guyane, alors qu'il y a eu de véritables hécatombes en France hexagonale, et qu'on cherche à mettre, ces vies sauvées dans nos EHPAD sur le compte de la chance, je dis non, ce n'est pas que la chance. Alors peut-être qu'il y a eu 5% de chance, mais il y a eu 95% qui relevaient de nos choix comportementaux. Et quels sont-ils, ces choix comportementaux? Eh bien, c'est le fait qu'en Guyane, on a usé et peut-être des fois abusé de la pharmacopée traditionnelle. Je sais que dans les EHPAD et en dehors des EHPAD, les Guyanais, les gens qui vivent en Guyane, ont beaucoup bu de l'Atumo, du Doliprane, du curcuma, du gingembre, quand vous dites du Doliprane, citron, les feuilles, hein. Du quashi, les feuilles de Doliprane, du quashi, etc. Et moi, je suis intimement convaincu que c'est cette pratique de la pharmacopée traditionnelle qui a permis aux gens, aux personnes âgées, de rester en vie et de rester en bonne santé. Et d'ailleurs, ça a posé la question de comment on organise la campagne vaccinale. Parce que moi, j'ai dit commencer par vacciner les personnes dans les EHPAD en Guyane. Simplement parce qu'on est dans le mimétisme de ce qui a été décrété en France hexagonale, qui a connu une hécatombe dans les EHPAD. Pour moi, ça ne faisait pas sens. Et c'est ce que je ne cesse de réclamer depuis le début de la crise, que nous ayons notre propre stratégie guyanaise, une stratégie locale qui s'inspire véritablement de nos conditions de vie, de ce que nous savons faire, des résultats positifs que nous avons obtenus, des conditions suivant lesquelles on a obtenu ces résultats, qu'il aurait fallu conforter et ne pas simplement venir piquer les gens sans connaître vraiment les raisons qui pouvaient motiver un tel choix. Stratégie guyanaise, c'est pas une question polémique, c'est une vraie question que je pose au député Gabriel Serville, comité scientifique à la collectivité territoriale de Guyane. Quel est votre sentiment? Ça sert à quelque chose?
Moi, je pense que le Conseil scientifique territorial... Ce sont nos médecins guyanais. Il sert à quelque chose. Simplement, j'aurais tellement aimé que ce CST soit davantage associé aux réunions du conseil de la cellule interministérielle de crise qui est managée par le préfet, avec l'ARS, avec les pompiers, avec les élus, etc., etc. Là, on a l'impression donner leur avis. On a l'impression qu'il y a deux entités qui travaillent en séparé. L'une qui émet des avis somme toute intéressants, c'est le conseil scientifique territorial. Et puis de l'autre côté, il y a la cellule interministérielle de crise qui arrivait, je conjugue ça à l'imparfait, des moments avec des décisions déjà toutes faites et qui avaient du mal à véritablement entendre les propositions que nous faisions. Et c'est eux qui décident. Le rêve que je forme aujourd'hui, c'est que on arrive à faire mieux travailler en synergie ces deux entités-là. D'accord, très bien. Le préfet est-il à l'écoute? Ça fait quelques jours qu'il est là, de nos élus. Vous avez participé à pas mal de réunions. Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une écoute et que les choses avancent? Parce que écouter, c'est une chose, mais ça peut rentrer d'une oreille et sortir de l'autre. Alors, dire que le préfet n'écoute pas, de ma part, serait un gros mensonge. Le préfet, il écoute, il entend. Il y a des propositions, il y a des propositions que je formule, que nous formulons, qui sont prises en considération. Quand bien même, par moment, je pourrais considérer que les choses n'avancent pas suffisamment vite, parce qu'il faut aller vite. Si on est en guerre contre un ennemi invisible, il faut aller vite et mettre les moyens. Alors, par moment, je peux avoir le sentiment que ça ne va pas assez vite. Je peux avoir le sentiment qu'on ne met pas suffisamment de moyens, mais globalement, j'ai le sentiment effectivement que le préfet fait l'effort d'entendre les propositions que nous formulons. Les jeunes qui défilent le dimanche, pour vous c'est normal, ils ont besoin de décompresser, ça va plus loin que le carnaval. Alors la question fondamentale qu'il faudrait se poser, a priori, c'est de savoir est-ce que défiler le dimanche crée des clusters? Ça ne m'a pas encore été démontré. Comme les chiffres baissent, c'est dur de dire oui. Faut regarder la chronologie. Oui, entre le moment où on a confirmation d'être positif, le moment où on va être hospitalisé, il se passe à peu près une semaine. Absolument. Entre l'hospitalisation et l'arrivée en réanimation, il se passe environ 10 jours. Bon, entre l'arrivée, l'admission en RIA et le décès pour ceux qui décèdent, il faut compter entre 1 à 2 semaines. Oui. Cela veut dire que les personnes qui sont décédées dernièrement, qui nous ont fait passer de 76 décès à 79 décès, ça peut donner le sentiment à celui qui n'est pas en capacité de prendre du recul qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là et que c'est à cause peut-être du carnaval débridé qu'on a 3 décès supplémentaires. Mais je tiens à dire que cela est totalement faux. Les gens qui sont décédés là dernièrement sont des gens qui étaient malades et qui ont contracté le virus depuis le mois de décembre. Le mois de décembre, il n'y avait pas de carnaval que je sache dans les rues de Cayenne. Donc il faut que les autorités sanitaires arrêtent de bluffer la population de la Guyane en faisant croire que ce sont les jeunes qui sont sortis avec trompette et tambour qui ont dégénéré la situation, qui ont fait que la situation a dégénéré et que ça a entraîné des morts. Je crois que au contraire, lorsque vous lisez attentivement le bulletin épidémiologique de l'ARS, il est dit que 83% des clusters sont identifiés dans les milieux professionnels et dans les écoles, lycées et collèges. On n'a jamais entendu dire qu'il y avait des clusters identifiés dans les cavalcades de carnaval, pas plus que dans les foyers. Dans les foyers, on a quelques-uns, mais c'est vraiment limité. Alors c'est pour ça que je dis que si on prenait le temps de faire l'évaluation du confinement et du couvre-feu, peut-être qu'on se serait dit, pour éviter la propagation du virus, certainement qu'il aurait fallu fermer les entreprises, fermer les administrations, empêcher aux gens d'aller travailler et également fermer les écoles, collèges et lycées, puisque c'est là où on a identifié le plus grand nombre de clusters. Vous voulez un confinement? Au contraire, ce n'est pas... C'est un confinement que vous proposez. Mais je dis que le raisonnement qui consiste à dire qu'on confine pour éviter la circulation du virus aurait dû nous conduire justement à fermer ces lieux où on identifie le plus grand nombre de clusters. C'est 83% qui sont identifiés, soit en milieu professionnel, soit dans les écoles. Et on ne l'a pas fait. Et en même temps, on constate qu'il y a une décrue du taux d'incidence. Donc cela veut dire qu'il faut chercher les raisons ailleurs et pas nécessairement dans les dispositifs qui ont été mis en place à grand renfort de publicité par la DG de l'ARS. Et c'est pour ça que je dis que, j'en ai fait la proposition la dernière fois, la Guyane qui est dans ce bassin amazonien, qui bénéficie d'une biodiversité extrêmement riche,
qui fait l'envie de tous les pays du monde entier, que la France protège de façon très jalouse et très précieuse, mais cette biodiversité qui a certainement permis aux Guyanais de rester en forme devrait faire l'objet d'une étude beaucoup plus poussée, parce que moi je considère que entre le vaccin qui nous est proposé et le fait de laisser les gens mourir sans autres formes de thérapie, il y a certainement une voie intermédiaire que nous pourrions explorer. Et j'aimerais tellement que la Guyane soit ce territoire d'expérimentation positive, en se basant sur ce qui a réussi, pour pouvoir dire au monde entier, eh bien, chez nous, nous avons réussi à vaincre ce virus d'une manière ou d'une autre. Le combat n'est pas terminé. Il faut qu'on garde cette même démarche d'attention, mais je suis convaincu qu'il y a certainement un discours différent à tenir vis-à-vis de la population. Et pour autant, il faudrait que les choses s'organisent malgré tout. Quand on parle de dimanche, bah, tenez, voilà une proposition. C'est pour ça qu'on sent bien de toutes les façons que le préfet va ouvrir le dimanche, puisqu'il propose au groupe et à d'autres de lui faire une proposition, notamment sur le carnaval. Est-ce que c'est pas un peu tard tout cela? Est-ce que ce n'est pas diviser les carnavaliers, les Guyanais, quand on fait une telle proposition? Le carnaval est fini à quelques jours, là, voilà, c'est le dernier samedi, ensuite les jours gras. Est-ce que ce n'est pas... On est dans le grand forum. Est-ce que ce n'est pas vicieux de proposer cela, là, comme ça? Non, je pense que... C'est une question que je pose et elle est sincère. Je pense que ce n'est pas vicieux. Au contraire, je pense que monsieur le préfet a dû adroitement tirer les enseignements de ce qui s'est passé ces dimanches derniers. Faites-moi une proposition, là, à 2 jours de... En sachant quand même qu'il y a 3 semaines de cela, j'avais rencontré des jeunes adultes qui proposaient de structurer quelque chose pour les jeunes qui voulaient absolument sortir le dimanche après-midi. D'accord. J'avais réussi à les mettre en relation avec le préfet. Il y a une réunion qui a été organisée à cet effet, qui a duré près d'1h30, au bout de laquelle la réponse a été négative. Alors je dis c'est dommage parce qu'on aurait pu déjà avoir lancé l'initiative bien avant. Cela nous aurait certainement évité les actes extrêmement malheureux qu'on a observés à la Cité des Âmes Claires il y a 2 semaines de cela, où j'ai eu à déplorer effectivement la disproportion qu'il y a eu entre le fait que certains jeunes sortent en tapant sur un tambour et en soufflant dans des trompettes, avec l'armada de forces de l'ordre qui a été mis face à eux. Moi, je dis que le jeu n'en valait pas la chandelle. Il y avait une autre voie, encore une fois, à trouver. Et donc, même si la décision du préfet semble arriver un petit peu tardivement dans la saison, je me dis, il vaut mieux structurer quelque chose plutôt que de laisser encore une fois le terrain à l'anarchie, oui, avec des conséquences qu'on ne saurait imaginer aujourd'hui. Bon, très bien pour votre réponse. Et effectivement, en tout cas, ça ouvre un débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. De toute façon, là, c'est la démocratie. On pourra y revenir, chers auditeurs, là-dessus. Notamment vendredi dans un grand forum édition spéciale avant ce week-end et ces jours gras à venir. La campagne de vaccination a commencé et pourtant les Guyanais ne se pressent pas pour se faire vacciner. Quel est votre sentiment, monsieur le député? Alors, je ne suis pas étonné que les Guyanais prennent du recul par rapport au vaccin, parce qu'il faut quand même avoir en mémoire ce qui s'est passé au début de la crise sanitaire. Quand on évoquait le port du masque, quand on évoquait le gel, quand on évoquait le débat autour de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, etc., on s'était bien rendu compte qu'on était face à un véritable cafouillage d'État, avec des fois des mensonges d'État, des ministres qui se contredisaient à longueur de journée. Rappelez-vous ceux-là qui disaient que le masque ne servait à rien, et puis après c'est les mêmes qui sont venus nous dire que le masque sert à quelque chose. Donc je pense que effectivement, aussi bien en Guyane qu'ailleurs, les gens sont véritablement, j'ai envie de dire, vaccinés contre ces errements, contre ces mensonges. D'ailleurs, lorsque on parle aujourd'hui de vaccins, ben, même au sein de la communauté scientifique, les professeurs ne sont pas toujours d'accord entre eux. Certains considèrent que le vaccin ARN messager est une thérapie génique. Il y a d'autres qui disent non, que ce n'est pas une thérapie génique. Alors vous pensez bien que le citoyen lambda, qui n'a aucune formation, qui n'a aucune compétence scientifique, qui se retrouve pris entre ces deux feux, aura du mal à se positionner. Et donc,
quand les gens observent ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui ont vraiment démocratisé la parole, souvent pas à bon escient, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout et de son contraire, mais il y a aussi beaucoup de messages qui disent que ce vaccin est dangereux, qu'il comporte beaucoup d'effets indésirables. Aujourd'hui, on se rend compte que le vaccin n'est pas suffisamment efficace contre les différents variants qui sont en train d'apparaître, et donc les gens finissent par se dire à quoi ça sert d'aller se faire vacciner si je risque d'attraper un variant demain contre lequel le vaccin n'aura aucune efficacité. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, les gens sont sceptiques, les gens doutent, et je considère qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une campagne de vaccination qui bafouille en ce moment et que les Guyanais ne soient pas volontaires pour se faire vacciner. Et pour autant, ailleurs, les gens se battent pour avoir des doses, pour se faire vacciner. Et on peut entendre, vous qui traînez dans les couloirs de différents ministères, on peut entendre aussi que le vaccin, ça serait aussi éventuellement la solution pour la reprise économique, pour la reprise de la vie, tout simplement. Ça sera notre deuxième partie d'ailleurs du grand forum tout à l'heure. 25 76 25 si vous voulez participer au débat avec nous. On vient d'ouvrir le standard, donc n'hésitez pas. 25 76 25. N'est-ce pas là une technique une technique, pardonnez le terme, n'est-ce pas là une façon plutôt de créer un redémarrage? On vaccine et c'est reparti. Mais ça aurait été bien, Monsieur Vernet, si la démonstration avait été faite de l'efficacité absolue du vaccin. Pour l'instant, il y a encore des doutes. Il y a des pays qui sont en train de balbutier, il y a des pays qui ont arrêté leur campagne de vaccination pour des raisons plus ou moins avérées. Et donc, je me dis que là, on est face à une situation qui nécessite qu'on prenne du recul. Vous savez quand même que la Guyane, c'est la championne de France du taux d'immunité. Tout le monde le reconnaît. On a eu 16 000 et quelques personnes positives, sans compter les personnes positives qui ne sont pas signalées auprès des services de l'ARS et de l'hôpital. Quand on voit le nombre de personnes qui en sont décédées, je dis que effectivement c'est trop de décès. On aurait eu un seul décès, 2 décès. Moi, j'aurais considéré que c'est 2 décès de trop. Mais il n'empêche qu'en faisant les ratios, on se rend compte que la Guyane, c'est le territoire qui a eu le moins de décès. Et donc là encore, je dis que plutôt que de se mettre la tête dans le mur pour aller vers le vaccin, nous devrions prendre un peu de recul pour comprendre qu'est-ce qui peut motiver tel résultat positif. Mettez le casque, nos auditeurs sont là. On me demande si je suis vacciné. Je fais pas partie des gens prioritaires. Donc voilà pour la réponse à notre internaute. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, je suis contente d'entendre M. Serville qui dit une part de vérité, ça c'est sûr, parce que depuis le début de la crise, on va dire, on nage quand même dans nos troubles. On a bien parlé des masques. Là, on nous parle de vaccin pour le coronavirus, on ne sait pas s'il est quel sera son effet si on a le variant brésilien, africain ou peut-être anglais, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui rentrent en Guyane, ne serait-ce qu'au niveau de les médecins disent qu'il faut vacciner pour savoir. Bien, oui, il faut vacciner pour savoir. Oui, c'est ça. On est en phase 4. Voilà, oui, bien sûr. Alors les médecins disent qu'il faut vacciner, mais pas tous les médecins, je vous signale quand même, Parce que quand on entend, moi j'écoute beaucoup les infos sur différentes chaînes, et même je vais sur le santé, sur le site santé, on n'est pas tous d'accord sur la vaccination. Après, moi je dis, il faut pas non plus opposer les pour et les contre. Chacun est encore libre de se faire vacciner, et chacun prendra ses responsabilités dans la mesure où ce n'est pas devenu obligatoire. Ça, c'est clair. Vous avez une question pour le député, parce qu'il y a du monde là au téléphone. Alors, oui, moi je dis effectivement, lui, je ne sais pas si monsieur le député est en âge de se faire vacciner, ça ne me regarde pas. Encore très jeune. Voilà. Mais encore très jeune. Mais par contre, ce que je reproche un petit peu, Madame Debord, qui se plaint qu'il n'y a pas assez de gens qui se font vacciner en Guyane, dit oui, bien sûr, c'est sur une certaine catégorie de personnes qui sont soit avec des diabètes, des problèmes de santé. Oui. Mais les personnes jeunes qui veulent se faire vacciner, on les autorise pas. Alors que c'est pour la deuxième dose. C'est pour que ceux qui se fassent vacciner aient la deuxième dose. C'est la cohérence en tout cas de l'ARS. Voilà, c'est là. Je veux bien. Bon. Je veux bien. On va voir ce qu'en pense monsieur le député. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Vous avez de quoi noter Vous notez? Allez, c'est parti. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oui, c'est David à l'appareil. Bonjour, David. Oui, alors, félicitations pour l'émission. Merci. Surtout vous, parce que vous posez la question
question très intelligente. Merci. Et, alors, monsieur le député, félicitations pour vous. Et franchement, ce monsieur, il a une grande vision. Hein. Moi, j'ai jamais voté dans ma vie, mais ce monsieur, il a une grande vision. Il me fait penser à Kataillé. Il voit très, 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 très loin, ce monsieur. Et je l'encourage toujours. Et je pense que les Guyanais devraient encourager ce monsieur parce que franchement, je vais pas critiquer les autres, hein, mais franchement, ce monsieur-là, il voit les choses très, très, très bien. Merci. Très merci, bien. merci. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui. Allons-y. Bonjour, monsieur le directeur, enfin pas le directeur, Le proviseur. Le proviseur. Allez-y. Ça a fait au plaisir, Claude. Ah oui, non, mon préféré, appelle-toi le proviseur, qui te comprend, qui ça ne m'a pas le dire encore, parce que vous parlez des Allons-y, Claude. Oui, alors, merci quand même pour la pédagogie, parce que depuis 2008, en tout cas répéter même là. Alors, mon question, est-ce que nous touchons une utopie collective ou gratis? Merci beaucoup. C'est voilà. Allez, je sais d'où ça vient. Oui. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour. Je vous entends loin. Ah oui, parce que Vous êtes en Bluetooth, c'est ça? Allô. Vous m'entendez là? Allez-y. Allô. Oui, allez-y. Ah, la personne. Allô. Oui, bon, rappelez-nous. Désolé, rappelez-nous. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Anthony Appareil. Allez-y. Une question brève. Monsieur Servet, si il advienne que le gouvernement ou l'ARS oblige à mettre en place un carnet de vaccination obligatoire pour circuler en Guyane, est-ce que vous allez vous y opposer? Voilà, c'était juste ça ma question. Alors je vous laisse répondre maintenant à cette question-là, Gabriel Serville, et ensuite on enchaîne les auditeurs. Mais ma réponse va rejoindre l'avis qu'a formulé la dame qui disait qu'on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Et le jour où on va vouloir le rendre obligatoire, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il faudra déjà qu'on me donne les raisons. Parce et qu'il y en ait pour tout le monde. Comme je dis, mais je pense qu'il y en aura pour tout le monde, mais comme je dis encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir un comportement aujourd'hui de façon péremptoire en disant qu'on est pour, on est contre. Moi, j'ai dit que je veux qu'on soit sur une base scientifique et rationnelle, que nous soyons capables de faire la démonstration et que la communauté scientifique puisse se mettre d'accord autour du cheminement qu'il va falloir collectivement adopter. Et si il n'y a plus de débat autour de cette question et que les scientifiques de tous bords venaient à démontrer que le vaccin était sans danger et que le vaccin nous protégeait contre tous les variants possibles et imaginables, je ne vois pas pour quelle raison, en tant que parlementaire, je me serais opposé à ça. Mais en attendant qu'on arrive à ce résultat, moi je dis qu'il y a le principe de précaution qui doit prévaloir en toutes circonstances et de dire attention, on va progresser, mais on va y aller avec des pas mesurés et comptés pour être sûr qu'on n'est pas en train d'enfermer la population mondiale dans un système que tout le monde pourrait regretter d'ici quelques années. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Gaguette. Ah, je l'ai trouvé tout bien. Merci. L'homme est pas bon. Gabi à comment? Bonjour Gaguette, tu vas bien? Continue faire petit travail. Félicitations. Merci. Avant hier, moi, les mots balcons qui a discuté que moi, jeune, moi, resté, c'était bécoué. Il a regardé mon moment et puis il a cherché ton nom. Gaguette, comment il s'appelle le monsieur là qui a les lunettes qui m'a dit Gabriel Serville? Il dit moi oui, je le trouve bien. Je dis ah bon, tu le trouves bien? Tu as déjà voté? Il dit moi j'ai pas encore voté, hein. Je dis ah bon, eh ben on se reverra mon fils. Vous restez saisi parce qu'à nous avons parlé d'une partie bagaille et puis dit moi ça alors continue Gabi, continue, mets-nous au courant, tiens-nous au courant. Mais je tiens à tout le monde à dire à tout le monde que le président de la République avait dit que le vaccin n'était pas obligatoire. Alors je vois pas pourquoi il va vacciner les gens qui vont prendre l'avion et tout ça. Alors restant, un président doit avoir une seule parole. Bon, vous péquez vacciner, hein, moi-même, bien tout bonnement. Il y a 4 vaccins qui ont roulé là. Ça là de Brésil, ça là de cela. Afrique du Sud et anglais. Ça nous met un petit peu dans le néant. Allez, merci. Bon courage. Merci. Guéguette, alors, Guéguette a dit, est au cœur du débat lorsqu'elle dit le vaccin n'est pas obligatoire, parce que souvent ce qu'on entend c'est dire, vous verrez, lorsqu'il va falloir voyager, vous serez obligé d'être vacciné. À ce moment-là, il faudra faire très attention. Parce que là, ça touche aux libertés, au voyage. Allez, avant les prochains auditeurs, pardonnez-moi, chers auditeurs, attendez 2 secondes. Je veux vous entendre là-dessus parce que
J'ai dit simplement tout à l'heure, pour qu'il soit obligatoire, il faut qu'il y ait suffisamment de doses pour tout le monde, sinon c'est compliqué. Mais si pour voyager, il faut se faire vacciner, quelque part, il est obligatoire. Monsieur Vernet, je fais le raisonnement autrement. Vous raisonnez sur des critères quantitatifs. Absolument. Moi, je raisonne sur des critères qualitatifs. C'est pour ça que je vous disais, la démonstration qui a été faite sur le vaccin de la fièvre jaune, cette démonstration-là n'a pas été remise en cause par les scientifiques. Et lorsque vous venez en Guyane, quand vous allez dans des zones qui sont touchées par le paludisme, par le malaria, tout le monde accepte de montrer son carnet de vaccination pour attester qu'il a reçu son vaccin contre la fièvre jaune. Ce qu'on a mis en place, jaune, par exemple, est obligatoire. C'est obligatoire et tout le monde se plie à ce jeu. Il n'y a personne qui rouspète quand on demande son carnet de vaccination, montrer qu'il a été vacciné contre la fièvre jaune, parce qu'au sein de la communauté scientifique, ça ne fait pas débat, ça ne fait plus débat. Et donc c'est pour ça que précédemment, je vous disais que le jour où la question de la vaccination contre le Covid-19 ne fera plus de débat, Monsieur Serville va dire OK, on y va, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on n'est pas dans cet objectif parce qu'il y a toujours de profonds débats. La communauté scientifique se divise, il y a un clivage très très fort. Il est très fort. Et je veux dire que nous, citoyens lambda, qui n'avons pas cette connaissance scientifique, faut avoir du recul, nous devrions prendre du recul, faire attention et ne pas nous lancer tête la première dans le mur. Sur la question du quantitatif, pour revenir à la question qu'a posée la première auditrice, absolument. Il faut quand même savoir que à population quasiment égale, la Nouvelle-Calédonie a reçu 17 000 doses. 17 000 doses lorsque la Guyane en a reçu seulement 2 000. La Polynésie, pour une population la même population, hein, on a reçu 13 000. Oui. Même la petite Mayotte, peut-être qu'on va me dire que la situation est plus compliquée à Mayotte. Mayotte a reçu 3 500 doses. Mais faisons le comparatif entre la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Nouvelle-Calédonie, je répète, 17 000 doses, lorsque la Guyane n'en reçoit que 2 000. Alors si aujourd'hui en Guyane, on me dit qu'il y a des jeunes qui souhaiteraient se faire vacciner, mais qu'on ne peut pas leur accorder la priorité parce qu'on veut laisser la deuxième dose aux personnes prioritaires. Mais je veux dire que si on avait 15 000 doses ou bien 10 000 doses, cette question-là ne se serait pas posée. Il y a une logique. Et donc ça remet en cause ce que j'ai toujours dit sur l'impréparation, sur l'imprévoyance, sur l'imprévision de ceux-là qui nous gouvernent et qui après essaient de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. 25 76 25. Allez, on enchaîne 4 auditeurs et ensuite on sera obligé de bloquer le standard. Baissez le volume, allez-y. Allez-y. La personne est en retard, elle écoute la radio. Allô, n'écoutez pas la radio. Et restez avec nous par le téléphone. Allez-y, c'est à vous. Allô, bonjour. Bon, allez, c'est pas grave, on enchaîne. Ici, allô, bonjour. Allez-y. Quand est-ce que le député pourrait faire voter une loi qui reconnaîtrait notre remède traditionnel? Oula, j'entends rien du tout. Faire voter une loi pour reconnaître nos remèdes traditionnels. Il faut voter une loi pour... Alors, retenez cette question, on va y revenir après. 25 76 25, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allez-y. Oui, c'est M. Max Allen à l'appareil. Allez-y. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi. Le vaccin n'est pas obligatoire. Dans la déontologie médicale, on n'oblige personne à prendre un vaccin. Ce n'est pas obligatoire. OK? Ça, c'est ma première chose. La deuxième chose, Monsieur Gilles et Monsieur Serville, moi, on me dit si on ne prend pas le vaccin, on ne peut pas voyager. Moi, c'est pas la personne qui prend le vaccin qui va souffrir. C'est pas dit encore, hein, je veux pas qu'on puisse penser qu'on l'a dit. On imagine demain. Non, j'ai supposé. Oui, voilà, c'est ça, allez-y, c'est important. On a supposé. Bon. Oui. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas les individus qui vont prendre, les citoyens qui vont prendre le vaccin qui vont souffrir. Ce sont les compagnies aériennes, les agences de tourisme, les hôtels, les gens qui vont souffrir du manque de voyage. Moi, j'ai pas besoin de voyager, moi. Moi, je suis en Guyane, je suis guyanais. Au moins, ça me permettra de découvrir mon pays. Moi, j'ai rien à foutre de voyager, moi. Alors ça, c'est leur conviction à eux. Si vous prenez pas le vaccin, vous pouvez pas voyager. Mais ça, c'est une connerie, pure et simple. Personne ne l'a dit pour l'instant. Comment ils enfoncent encore ils enfoncent encore le clou dans le manque à gagner et dans le chemin qui mène à l'économie. On a entendu. On va parler d'économie tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Okay. Alors, que les choses soient claires. On l'a pas encore dit, personne ne l'a dit, aucun préfet, aucun gouvernement. Simplement, pour venir en Guyane, la fièvre jaune est obligatoire. Vous le dites, monsieur le député, il n'y a pas de débat. Bon, parce que ça date. Aujourd'hui, voilà, s'il faut se faire vacciner pour aller dans tel ou tel endroit, ça pourra poser problème demain. Comme personne ne l'a dit, n'anticipons pas ces choses-là. Bon, nous, on est dans le grand forum.
On anticipe un petit peu. 25 76 25. 2 appels et je bloque. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allons-y. Et bonjour à monsieur le député. Bonjour. Voilà, moi ce qui me gêne, j'ai l'impression que nous prenons un virage. C'est-à-dire que maintenant, pour être reconnu en bonne santé, il ne faut pas avoir le Covid. Il ne faut pas être positive. Et j'en veux pour preuve, quand vous allez à l'hôpital ou quand vous allez ailleurs, c'est toujours le Covid qui passe avant. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Et ensuite, alors que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la maladie qui est signe de bonne santé. Il y a aussi le social, il y a la santé sociale, il y a la santé psychique. Et ça, on fait ce nouveau mode de penser qu'il n'y a que ne pas avoir le Covid qui fait la santé. C'est même au détriment de la santé psychique, de la santé sociale. Tout à fait. Et ça, c'est aussi important et même parfois beaucoup plus grave. Merci beaucoup. Monsieur Serville va pouvoir rebondir là-dessus. Allez, un dernier auditeur. Ensuite, on bloque le standard, on est obligé. Allô, bonjour. Allô ? Oui, allez-y. Oui, voilà. Écoutez que le téléphone. Bloquez la radio. Allez-y. Ah, d'accord, oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce que je voulais juste dire, c'était que les Guyanais ne font aucune confiance, ça c'est clair et net, à toute cette histoire de vaccin. Certains Leur Guyanais. priorité, oui, mais en grande généralité. D'accord, si très on bien. fait vraiment un vrai sondage, on va voir que la plupart des gens font plus confiance à leur pharmacopée. Les raisons pour lesquelles, c'est simple, il suffit qu'on voit, c'est comme un jeu de gamins, les gens qui débattent. Ça veut dire que les adultes qui débattent de la santé d'autrui, où le Guyanais, il est là, il regarde, c'est comme un théâtre. Comment faire confiance quand on voit de telles choses? Automatiquement, on connaît la pharmacopée du pays, et voilà la raison pour laquelle on fait plus confiance. Et il y aura peut-être pas ce succès de vaccination, c'est la raison pour laquelle que la plupart n'y vont point, quoi. Voilà, c'était tout. C'était juste pour dire de mettre en avant cette pharmacopée et de voir un petit peu, voilà la raison pour laquelle les gens sont plus positivés vers tout ce qui est les plantes du pays. Voilà. Très bien. Allez, au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous laisse répondre. On va réouvrir le standard tout à l'heure. Oui, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire à l'instant l'auditrice, et ça me permet de répéter ce que j'avais déjà dit précédemment, lors de cette réunion de vendredi en CIC en préfecture, j'ai insisté lourdement sur le fait qu'on avait beaucoup utilisé la pharmacopée traditionnelle. Et j'ai même demandé aux instances qui étaient présentes qu'elles puissent se réunir très rapidement pour mener un sondage auprès des 16 000 personnes qui ont contracté le virus du coronavirus pour savoir comment elles s'étaient soignées, de manière à ce que localement, on mette en place un protocole de guérison, une vraie thérapie, faire émerger une thérapie locale qui se baserait sur cette pharmacopée traditionnelle. Et je crois qu'autour de la table, tout le monde était d'accord pour se dire, bien oui, on va le faire. Le préfet était d'accord, la DGDR était d'accord, les épidémiologistes qui étaient présents manifestaient une attention particulière à cette proposition que je faisais. Donc j'espère que tout ça va se mettre en place très rapidement et qu'on va pouvoir avancer sur cette problématique. Pour répondre rapidement à la personne qui demandait est-ce que on peut pas faire une loi pour une proposition de loi qui rendrait l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle pas forcément obligatoire, qui lui accorderait une place nouvelle au sein de la pharmacopée. On en parle souvent, dans sa globalité. Mais bon, après, il faut concrétiser. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une loi pour aller dans cette direction. Il faut déjà qu'on commence par analyser la situation de terrain et puis en fonction des résultats que nous obtiendrions, on saura s'il faut continuer ou pas dans cette direction. Mais faire la loi déjà pour dire il faut l'utiliser, ça peut paraître vraiment prématuré. Après, monsieur le député, c'est tellement important, cette partie-là est tellement importante, on sait très bien, lorsque vous dites à tout mot, des feuilles de Doliprane, des feuilles de X, Y, Z, vous le savez, chaque individu en a une santé différente. 2 feuilles pour mon voisin, 1 pour moi et 0 pour ma voisine qui a le diabète. Donc, quel que soit, on revient au même. De ces feuilles-là, il faut en faire des médicaments et après, on sait très bien. On ne peut pas comme ça. Je suis désolé de casser le rêve guyanais, mais c'est une réalité. Cela étant dit, lorsque vous allez acheter une boîte de Doliprane
dans une pharmacie. Le médecin vous a donné. C'est la même composition, c'est soit 500 grammes, 500 mg, soit c'est 1000 grammes. Oui, mais le médecin vous a donné une ordonnance. Oui, il a donné l'ordonnance, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas aujourd'hui, au moment où l'on parle, on ne peut pas décliner comme ça un cheminement qui serait une panacée universelle qui guérirait tous les maux. Absolument. Il faut qu'on prenne le temps de réfléchir à ça, que l'on comprenne le mécanisme qui a été mis en place par les uns et les autres, qu'on voit le cheminement moyen, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme le Doliprane. Le Doliprane, il sera efficace sur X, il sera pas efficace sur Y, il sera moyennement efficace sur Z. Donc, on pense qu'on peut aller vers une solution intermédiaire avec la pharmacopée traditionnelle. Juste pour dire à monsieur Max Allen que bon, j'aurais vraiment envie de nuancer son appréciation, parce que effectivement, on prend l'avion pour venir en Guyane, on nous réclame la fièvre jaune, et tout le monde joue le jeu à ce niveau-là. Et je crois que on ne peut pas non plus se replier sur soi-même. Le Guyanais, il appartient à un monde. Le Guyanais, il est universel dans son attitude et il aura besoin d'aller en Chine, d'aller au Japon, d'aller au Canada, d'aller partout à travers le monde. Si il s'avère qu'à un moment donné, on vient de nous dire qu'il faut ce vaccin pour pouvoir voyager et que les scientifiques auraient unanimement démontré son bienfait, son côté protecteur, moi je ne vois pas pourquoi on s'en interdirait au motif qu'on veut rester vivre éternellement en Guyane. Pour moi, ça ne ferait pas forcément sens. On a besoin de quitter la Guyane pour des raisons professionnelles, pour des raisons de formation, pour aller voir ses parents qui sont à l'extérieur de la Guyane. Donc il y a plein de raisons qui font qu'à un moment donné, on a besoin de voyager. Alors les compagnies aériennes, on sait comment elles fonctionnent, hein. Le jour où elles auront moins de passagers, rassurez-vous qu'elles ne vont pas tarder une seule seconde à augmenter leurs tarifs pour pouvoir compenser de manière à pouvoir garder leur marge bénéficiaire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, alors c'est T-Claude. J'ai pas eu le temps de dire. Alors je vais dire merci à David pour la vision. Merci beaucoup David, ça me fait vraiment plaisir. Et puis T-Claude qui a évoqué l'utopie collective et créatrice. Bon ça, c'est une formule que j'avais utilisée dans le manifeste que j'avais écrit en 2007 pour le choix d'un destin commun, où je disais qu'il fallait qu'on nourrisse un rêve pour ce territoire. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le plus grand problème de la Guyane, c'est que on a cessé de rêver. C'est-à-dire qu'on regarde essentiellement que nos problèmes. On n'a pas le temps de s'apesantir sur nos potentialités, sur nos réussites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font bien en Guyane. Et au mouvement Pays Guyane, si vous permettez que je le dise, on s'est affublé d'un slogan qui est celui de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Parce qu'il y a beaucoup d'excellence en Guyane, mais dont on ne parle pas assez. Et c'est ce qui fait que souvent, quand j'échange avec la jeunesse du territoire, eh bien, elle me dit que ici il y a rien, que tout le monde a envie de partir pour aller vivre ailleurs, alors que chez nous, soit qu'on a déjà les excellences, soit qu'on a le potentiel à transformer en excellence. Mais je continue à dire qu'il ne faut pas que la Guyane reste un pays d'avenir pendant très longtemps. Il faut que la Guyane rattrape son avenir et que la Guyane occupe à l'échelle du monde la place qui doit lui revenir de droit, tout simplement. J'attendais que vous soyez mon invité du Grand Forum pour parler de cette question, monsieur le député, et la démocratie dans tout ça, et la politique dans tout ça, et le vote dans tout ça. On a abordé cette question tout doucement, et d'ailleurs j'annonce demain, David Vellouachter, Rudy Stephenson, à nouveau, vos chroniqueurs préférés sur Radio Pays, sur la question de la démocratie, la question du vote. Lorsqu'il y a une telle crise sanitaire, une épidémie, une pandémie, où effectivement certains mots de gouvernement, en tout cas le nôtre, ont des mots qui peuvent faire peur, etc., on a inévitablement le contrôle de la population et la démocratie dans tout ça. Est-ce qu'on peut voter dans ces cas-là? Est-ce que bientôt il y a des élections ici en Guyane, notamment pour la collectivité territoriale de Guyane, repoussées en juin? Enfin, vous voyez ma question? C'est difficile de vivre normalement et d'être en toute démocratie. C'est-à-dire, pour l'instant, celui qui prend la parole et qui dit « je vais trouver une solution », c'est Emmanuel Macron. C'est difficile de se mettre en face de lui. Par exemple, là, je pense aux prochaines élections dans l'Hexagone, et puis les nôtres, on aura le temps d'y revenir. Qu'en pensez-vous? Mais vous avez parfaitement raison. Il y a une auditrice précédemment qui disait que nous sommes en train d'opérer un virage. C'est un virage sociétal, c'est un virage social, c'est un virage économique, c'est un virage aussi dans les rapports humains.
À partir de l'instant où vous demandez aux gens de respecter la distanciation sociale, moi je n'ai jamais aimé cette expression, je préfère parler de distanciation physique. Vous mettez des barrières entre les individus, là on a besoin de contacts sociaux, là on a besoin de solidarité, on a besoin de partage. Il est évident que ça va dénaturer notre société, ça va dénaturer les institutions de nos sociétés. On voit bien comment, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, les parlementaires sont de plus en plus dépourvus de leur pouvoir de contrôle sur le gouvernement, qui fait voter un certain nombre de lois d'exception, de couvre-feu, de lois d'urgence, etc., qui permettent à l'exécutif de décider sans demander l'autorisation, comme cela est inscrit dans la Constitution française, au Parlement, qui n'arrive pas à faire son travail. Donc c'est les fondements de la démocratie qui sont en train d'être ébranlés par cette crise sanitaire. Alors, à un moment donné, on s'est dit oui, pourquoi pas. Il y a une urgence, on va tous contribuer à trouver les solutions. Et là, ça traîne. Mais encore une fois, il y aura un vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vote par correspondance. J'ai dit non, je ne vote pas en faveur, encore une fois, de la prorogation de l'état d'urgence, parce que on se demande si derrière cette prorogation de l'état d'urgence, il n'y a pas une volonté de l'exécutif à peine voilé de se doter de tous les pouvoirs de manière souveraine pour pouvoir gouverner la France et se présenter aux yeux des Français comme étant le salvateur, comme étant le sauveur, comme étant le Messie. Et ça, effectivement, comme vous le dites si bien, cela aura nécessairement des conséquences que je pense négatives sur le comportement des Français. Lorsqu'ils auront un choix à faire, eh bien, ils vont d'abord penser à la pyramide de Maslow, qui m'a permis de boire, qui m'a permis de manger, qui m'a permis de me vêtir, de me loger. Eh bien, on va dire que c'est le président actuel. Alors qu'en réalité, le président actuel, il a fait son job, qui n'a pas toujours bien fait par ailleurs, et la même analyse que je porte au niveau national, je pourrais également la faire redescendre au niveau local, à l'égard de ceux et celles qui sont en place en ce moment, qui sont aux commandes, et qui par moment, je dis bien par moment, auraient pu utiliser cette crise sanitaire pour se faire voir, pour porter une assistance à des personnes qui étaient en difficulté, ce qui était tout à fait normal et légitime. Mais par contre, je dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on remette les choses à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, d'où le fait de... Désolé, chers auditeurs, c'est juste après c'est vous. D'où le fait, je veux rester sur cette question, de sortir de cette crise le plus vite possible, d'une manière ou d'une autre. Sinon, ça va donner ce que vous disiez tout à l'heure. Et après, on parlera de la Guyane. Si on ne sort pas de la crise, il faudrait peut-être la gérer différemment. Sinon, il faudrait la gérer. Oui, voilà. Sinon, il faudrait la gérer différemment. On ne peut pas continuer comme ça et aller voter ici et là. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allez-y. Oula, t'es loin, mon ami, devant le téléphone. Ouais, je suis loin, ouais. Bon, allez, vas-y. Oui, je voulais te dire, concernant cette histoire de Covid... Attends, c'est pour les auditeurs. T'es comment, là? T'es en Bluetooth? Parce que je te sens pas proche, là. Je suis en Bluetooth, Gilles. Ah, ben justement, il faut l'enlever, mais... Désolé, parce qu'en Bluetooth, on t'entend trop loin. Enlève-le, prends ton téléphone, et vas-y. Bon, ok, je m'arrête 2 secondes. Tu nous rappelles? Tout de suite, ouais. Allez, tu nous rappelles. Non, je veux qu'on finisse justement sur ce débat. On reviendra sur la Guyane. Je regarde le timing. C'est important. Allez, je vous pose quand même la question sur la Guyane. La vie économique. Alors, ma question, est-ce que la Guyane s'en sortira? Dans quel état? Je ne sais pas. Restons positifs. Hein. Je parle au niveau des entreprises. Vous êtes dans des réunions avec notamment ici des chefs d'entreprise. Comment on s'en sort là? Et pareil, il faut que ça s'arrête parce que sinon on s'en sort pas. Et la Guyane particulièrement par rapport à d'autres pays. Alors, je ne sais pas, pour l'instant je n'ai pas encore de boule de cristal qui me permettrait de lire dans le mar de café et voir l'avenir. Le fait est que on sait qu'il y a un certain nombre de dispositions qui ont été arrêtées par le gouvernement pour pouvoir accompagner les entreprises. On a beaucoup parlé du prêt garanti par l'État, mais on s'est bien rendu compte que ce sont des structures d'aide, d'accompagnement qui bénéficiaient aux grandes entreprises. Et comme la Guyane, c'est essentiellement à 95% des très petites entreprises, des micro-entreprises, elles ne remplissaient pas forcément les conditions pour être accompagnées par ce biais-là. Donc ça n'a pas été toute l'efficience recherchée. Donc, au-delà, de toute façon, un prêt, ça se rembourse. Si vous faites un prêt et l'argent n'est pas rentré, je ne sais pas. Ça veut dire que vous mettez le couteau sur la gorge et puis vous passez à autre chose. Et là, vous fermez. Après, je sais qu'il y a le plan France Relance qui
accompagne les territoires d'outre-mer, qui va aussi accompagner la Guyane à travers le financement d'un certain nombre de gros travaux, de grosses infrastructures. Ce que l'on peut espérer, c'est que ces travaux-là vont permettre à l'argent de ruisseler du haut vers le bas et que les sociétés, que les entreprises du BTP, du commerce, etc. vont pouvoir bénéficier de ce subside. Mais tout ça, c'est très, très, très hypothétique parce que, encore une fois, les contacts que nous avons avec les entreprises de petite taille, de très petite taille, laissent à penser qu'elles souffrent énormément et que même lorsque l'accompagnement est mis en place, qui par la CTG, qui par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, eh bien qu'il y a encore des failles qui font qu'elles ont du mal à garder la tête hors de l'eau. Et donc, tout dépendra de comment la maladie va évoluer sur le territoire, tout dépendra de notre faculté à trouver les réponses qui soient justes, que ce soit le vaccin, que ce soit la pharmacopée traditionnelle, tout dépendra de notre capacité aussi à apprendre à vivre avec le virus, parce que je crois que c'est ça le plus important. On nous annonce des variants, il y a 3 variants en ce moment, et peut-être qu'après demain, on va en identifier d'autres contre lesquels il va aussi falloir se battre. Donc là, on est face à une profonde incertitude qui appelle de notre part un sens aigu de la responsabilité pour faire en sorte que le pays n'arrête pas de vivre. Et donc, c'est en ce sens que je dis les mesures de confinement, les mesures de couvre-feu, qui avaient du sens au départ parce qu'on ne connaissait pas encore ce virus. On ne savait pas comment il fallait faire. On n'avait pas du tout de recul par rapport à lui. Et donc, on s'est dit que si on se confine, on va limiter la circulation du virus et puis on va pouvoir repartir. Mais on se rend bien compte qu'au bout d'1 an quasiment, le virus, il continue à circuler de plus belle, il varie, il revient encore plus menaçant. Et donc, cela veut dire qu'il faudra faire preuve de stratégie, d'inventivité pour pouvoir trouver le moyen de vivre avec. Alors justement, c'est parfait en termes de transition lorsque vous dites vivre avec. On est pragmatique, on est dans du concret. Monsieur le député, aujourd'hui, là, vous dites aux Guyanais et aux préfets, en tout cas, je vous propose ça dans le débat du Grand Forum, couvre-feu, 19h trop tôt. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un couvre-feu à nouveau à 21h? Les restaurants sont ouverts, les salles de sport sont ouvertes, les gens vivent plus ou moins normalement en respectant les gestes barrières. Le savon, le gel, le masque, un peu de distance, etc. On sait très bien que dans des endroits, une fois qu'on est ensemble, tout ça saute. Mais je reviens. Vous ne parlez pas de nana, là, non? Non, je ne parle pas de nana. Couvre-feu plus tard. Pas de confinement le dimanche. On respecte les gestes barrières, les entreprises sont ouvertes, nos enfants vont à l'école de toutes les façons. Déjà, vous êtes pour ça? Il faut. Je suis pour. Non, mais parce que c'est décrochage scolaire. Non, mais je suis pour. Alors, est-ce que vous êtes pour ce que je viens de vous proposer là? Mais tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous le dites au préfet cette semaine? Mais je peux le dire au préfet, mais je peux surtout le dire à la population. Oui, et à la population. Que moi, je souscris tout à fait au fait de desserrer l'étau. Oui, voilà ce que j'ai dit à monsieur le préfet l'autre jour. Vendredi, j'ai dit, monsieur le préfet, il faut desserrer l'étau. Parce qu'il y a une auditrice qui a parlé du virage et de la nouvelle société, qui disait qu'on parle de bonne santé et dès qu'on n'a pas le Covid, on est en bonne santé. Mais on oublie toutes ces opérations qui ont été déprogrammées. Toutes ces souffrances psychologiques, mentales, morales qu'endurent les Guyanais depuis quasiment aujourd'hui 1 an, moi je crois que desserrer l'étau, ça serait effectivement revenir éventuellement à un couvre-feu à 21h, si tant est, encore une fois, qu'on soit capable de démontrer que le couvre-feu tel qu'il est instauré là a du sens. Parce que ce que je dis au préfet, c'est que lorsque vous imposez aux Guyanais, aux honnêtes citoyens qui respectent la norme, qui payent leurs impôts, un couvre-feu à 19h, moi je peux vous dire qu'il y a des endroits où je passe, où je vois un certain nombre de personnes qui vivent à l'extérieur, qui font la java toute la nuit, etc., qui dérangent le voisinage. Et contre ces personnes-là qui dérangent, on a l'impression qu'il y a une espèce d'impunité totale. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Moi, j'ai beaucoup parlé Je veux qu'il y ait aussi une logique. On peut aller au cinéma, donc on peut aller voir une pièce de théâtre, on peut aller voir même un concert. Mais on va dans l'avion, on reste dans l'avion pendant 9 heures de temps. Un siège sur 2 et on garde notre masque. Mais on est dans l'avion pendant 9 heures, voilà, 10 heures, 12 heures de temps. C'est une logique, en fait. On est collés les uns sur les autres pendant 9 heures, 12 heures de temps. Donc on peut aller voir un spectacle. Les scientifiques ont bien dit que lorsqu'on est dans ces espaces confinés, à partir de l'instant où on y reste ensemble pendant un quart d'heure sans protection, on augmente le risque de se contaminer mutuellement. Et donc si on peut être dans un avion pendant 9 heures, 10 heures de temps, on peut très bien aller au cinéma en sachant qu'on serait espacé de mettre à aller au théâtre. Il y a des activités que l'on devrait pouvoir relancer parce que je ne pense pas que c'est d'elles que proviendrait une recrudescence de la maladie. Il faut qu'il y ait une logique. 25 76 25. Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour. Allez, on prend deux derniers appels, allez-y. Bonjour, oui, juste, mon paquet était longtemps, je resterai pas longtemps. Allez-y. Je dis à monsieur Serville, bravo. Vous avez parfaitement raison et je vous donne 1000 sur 100. Merci. 1000 sur 100 Oui. J'avais jamais eu cette note-là. Je ne pourrais pas développer tout cela, D'accord. mais je suis parfaitement et avec vous de tout ce que vous avez dit. La logique, il faut la trouver. Et tout ce que vous avez dit concernant la logique, mais il faut avoir un bon sens. Il faut avoir le bon sens pour comprendre tout ce qui se passe. Et surtout pour éclairer les autres, ceux qui ignorent beaucoup de choses. Et notamment, il faut aller voir les autres, justement, qui s'amusent, alors qu'on empêche des honnêtes citoyens et tout ce qui paie les impôts et tous ceux, eh bien, il faudrait aller là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. 25 76 25, allô, bonjour. Allô. Allez-y, c'est à vous. Oui, Gilles. Oui. C'est moi. Oui, Robert. allez-y. Gilles, tout ce que la dame vient de dire là, je suis parfaitement d'accord avec elle. Parce qu'effectivement, on nous dit qu'il faut prendre précaution, il faut ceci, il faut cela. Alors, que tu as une partie, il y a fait grande soirée à Yokaz, et tout cas, la musique, c'est comme si pas un Covid, pour eux, Covid pas qu'exister. Donc, moi, il faut l'État aussi, ce côté ça, il faut l'État aller là aussi. Voir ça qui a passé là. Parce que, mais il y a aussi, il y a tué mon aussi. Bon, concernant le monsieur Serville, avec tout le respect que je vous dois, vous avez parlé des plantes médicinales, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on peut prendre des plantes médicinales comme ça? Est-ce qu'il faut pas, je sais pas mal, au lieu de prendre 15 feuilles, peut-être faut prendre 5 feuilles, des fois aussi, nous pas contaminer, nous comme ça aussi, hein. Nous pas prendre des feuilles, de ceci, de cela, mais nous pas connaître doser. Donc tout ça aussi, il y a ça à voir aussi. On en a parlé. Très bien. Et nous, grands, là, il y a qui connaissent, faut nous demander. Et là, tout est fait une émission, ça va être à fait, Gilles. Non, on en fait souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Merci, auditeur. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Oui, on en a déjà fait, mais on peut refaire, hein, c'est pas un souci. Effectivement, sur nos remèdes créoles. Dernière question, monsieur le député. L'histoire des frontières. Alors, pour info, peut-être parce que les gens ne suivent pas, rappelez-vous de notre dernière émission avec l'ARS, où les auditeurs disaient pourquoi on donne les chiffres tous les jours. Le lendemain, la préfecture avait pris une décision. Dorénavant, les chiffres, c'est hebdomadaire, les chiffres du Covid. Mais si vous voulez les avoir tous les jours, vous allez sur le site de la préfecture et vous verrez effectivement les chiffres du Covid tous les jours. Voilà, comme ça, c'est hebdomadaire. Les médias vont le dire d'une manière hebdomadaire. Fermeture des frontières, attention, les cas augmentent au Suriname. Ça, je vous le dis, les cas augmentent au Suriname. Fermeture des frontières, ça passe quand même un peu, c'est compliqué, monsieur le député. Et l'histoire du pont de l'Oyapock, comment on gère ça? Tout est fermé, c'est fermé depuis un an. Alors, le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on parle de frontières en Guyane, les autorités font comme si elles évoquaient les frontières de la France hexagonale avec l'Espagne, la Suisse, l'Italie, etc. Oui, c'est une route et des douaniers. Voilà. Et nous, on sait que les frontières, c'est des kilomètres de fleuve. Exact. Et là, nous sommes encore une fois face à une situation qui manque de pertinence, qui manque de lien avec notre réalité. C'est ce qui fait que, encore une fois, j'appelle de toutes mes forces à ce qu'il y ait une vraie stratégie qui soit déclinée en Guyane pour la Guyane. Le fait est que, par exemple, on nous dit qu'il y a un seul passage sur le pont, ça sera le lundi. Et les gens vont devoir présenter un test PCR négatif pour traverser. Alors, j'ai dit encore une fois à la réunion de vendredi que il y a des personnes, des Français, des Brésiliens, des Franco-Brésiliens, qui ont toujours fait le va-et-vient entre la Guyane et le Brésil. Et ces personnes qui sont allées au Brésil, qui ont peut-être été en contact avec le variant de Manaus, par exemple, à un moment donné, elles ont besoin de rentrer chez elles en Guyane. Lorsque vous leur direz qu'elles ne pourront passer que le lundi, et qu'il faudra attendre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour le prochain lundi, les gens ne vont pas attendre. Parce que les gens ont besoin de rentrer chez eux. Les gens ont besoin de regagner leur famille. Ils ont besoin de retrouver leurs activités sociales et professionnelles. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Et j'en suis témoin, ils prennent la pirogue et ils traversent le fleuve. Mais vous savez, lorsqu'ils traversent le fleuve, ils ne subissent strictement aucun contrôle. C'est pour ça que j'ai encore dit à monsieur le préfet,
Rappelons-nous les paroles du président de la République lorsqu'il a dit que nous sommes en guerre et quoi qu'il en coûte, on donnera les moyens. Mais moi, je dis qu'il faut des moyens sur ce pont pour pouvoir ensuite inciter les personnes à passer par le pont en montrant effectivement qu'ils sont négatifs au coronavirus. Parce que lorsque vous fermez le pont, que les gens ne peuvent pas passer, alors que les gens veulent quand même entrer chez eux, eh bien, ils vont continuer à passer par le fleuve. Bien sûr, oui. Et peut-être qu'ils vont incidemment ramener sur le territoire guyanais des variants dont on était épargné jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouverture du pont pour une meilleure gestion. Moi, je dis, il s'agit pas, alors il faut bien que je sois clair dans ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faille ouvrir la frontière et laisser les gens circuler en veux-tu, en voilà comme ils veulent. Il faut ouvrir le passage, mais que ce passage-là soit contrôlé de la manière la plus stricte qui soit et que toutes les personnes qui veulent rentrer en Guyane en provenance du Brésil passe par ce pont, bien évidemment, les gens qui veulent rentrer en toute clandestinité, ils passeront pas par le pont. Ils vont continuer à passer par le fleuve. Mais le fait de mettre en place cette nouvelle stratégie, ça va permettre certainement de diminuer le risque potentiel que des personnes passent à travers les mailles du filet de la détection. Alors après, pour le Suriname, il n'y a pas de pont, donc ça sera une gestion encore différente. Absolument. Merci, monsieur le député. Allez, je vous laisse 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? À qui? La population guyanaise, le préfet, dites-nous. Je vais terminer encore une fois par remercier la population guyanaise pour tous les efforts qu'elle a consentis à observer depuis mars 2020. Je lui demande de faire encore un petit effort parce que on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais qu'elle soit sûre que nous sommes ses porte-parole auprès des autorités à la fois locales et également nationales pour faire entendre ce que sont leurs revendications. Et puis surtout, je m'adresse encore une fois aux autorités sanitaires de Guyane, au préfet notamment, afin qu'elles comprennent qu'on ne peut pas continuer toujours à confiner. Il y a un élément important que je n'ai pas souligné. Lorsqu'on dit aux Guyanais qu'on confine parce qu'on veut sauver des vies, ce n'est pas vrai. On confine parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas sûr de pouvoir faire face à un afflux majeur de patients atteints de la Covid-19 dans les centres hospitaliers de Guyane. C'est ça la vraie raison. Et donc, moi je dis très clairement que pour éviter d'avoir à se retrouver face à une telle situation, il faut donner à la Guyane les moyens dont elle a besoin. J'ai regardé les statistiques. Lorsque en France hexagonale, on avait 11,2 lits pour 100 000 habitants, en Guyane, on était seulement à 4,3 lits. Et quand bien même on aurait multiplié par 2 le nombre de lits en réanimation pour passer à 8,6 pour 100 000 habitants, on est toujours en dessous de la moyenne nationale. La Guyane, qui a toujours été un grand désert médical, a besoin que le gouvernement entende elle nécessite des moyens matériels, c'est-à-dire des lits armés. Et quand on dit lits armés, c'est aussi avec les personnels. Et c'est en ce sens que j'ai interrogé la DG de l'ARS l'autre jour pour lui dire les 249 personnels qu'elle devait recruter de l'étranger, qui avaient été annoncés à grand renfort de publicité au mois d'août 2020 et dont elle disait qu'ils auraient été recrutés avant la fin de l'année 2020. Où sont-ils, ces personnels? Elle nous a dit que les jurys de recrutement, d'entretien ont été mis en place. C'est un système qui est en cours et qu'elle espère que d'ici le mois d'avril, ces personnes-là seront recrutées. Parce que le problème, il est aussi là. Si vous n'avez pas suffisamment de personnel, quand on nous dit qu'en réanimation et aux urgences, il y a un fort taux d'absentéisme, on peut chercher à accuser les personnels, mais il faudrait s'interroger de savoir, est-ce que c'est pas du personnel qui est en grande souffrance parce que pas assez nombreux, donc il y a un turnover qui est très très grand. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Je veux bien que l'on sauve des vies, mais je demande simplement qu'on donne à la Guyane les moyens matériels et les moyens humains pour pouvoir prendre en charge les personnes malades de ce territoire. C'est ça, 20 secondes, Gabriel Serville. Mais bon, c'était important de toutes les façons. Je sais qu'il y avait un sujet, vous vous inquiétiez notamment sur les spots diffusés sur tous les messages médias en langues étrangères, mais ça sera repris. Chez nous, c'est fait déjà. Ça sera repris sur d'autres médias peut-être, parce que vous n'êtes pas le média payé avec l'impôt des contribuables. Ah d'accord. Et vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, c'est vrai que ce sont des spots de la préfecture, mais diffusés en tout cas sur Radio Pays. D'accord, merci, tant mieux. Bon. Merci Radio Pays. Donc voilà pour votre info. Merci Gabriel Serville. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci aux auditeurs pour leur patience. Je vous poserai pas la question politique, chaque chose en son temps. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui en demandaient sur le Facebook. Radio Pays 105.3 à Sinamari, partageons l'essentiel.
À l'occasion de la Saint-Valentin, la ville de Cayenne et Lussic fêtent les amoureux en centre-ville, du 8 au 14 février. Découvrez le restaurant mystère du jour et tentez de remporter un repas pour deux. Dites à vos commerçants que vous les aimez et tentez de remporter un massage pour deux, des petits déjeuners et des paniers cadeaux. Envoyez-nous votre déclaration d'amour et vos messages s'afficheront dans la ville et sur les réseaux sociaux. Le 13 février, repartez avec votre photo en couple à Case-Noël, un ballon ou une rose offerte dans les rues du centre-ville. Rendez-vous sur la page Facebook Cayenne Shopping pour tous les détails. Animation en partenariat avec Lussic, Waltabox, Case-Noël, Hello Fleur, Nat Café, l'Art du Bien-être by Lille et Délices de Guyane. Contact 06 94 40 34 49. Contre la Covid-19, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Alors, il me faut les fleurs, les fraises, les pâtisseries et... ah oui, le champagne. Besoin d'aide pour préparer la Saint-Valentin et faire la plus belle des surprises? Alors faites confiance à votre Hyper NKT. Retrouvez de nombreux produits qui